c'est une des plus vieilles recettes du terroir tourangeau. Une poire gorgée de soleil, épluchée à la main et déshydratée dans un four à bois. Le fruit devient alors une poire tapée. Cette gourmandise a presque 1000 ans. Longtemps disparue des assiettes tourangelles, la poire tapée fait un retour triomphal sur les tables des grands restaurants grâce à des passionnés. La suggestion, donc petite cassolette de riz d'agneau, trompette des bois aux épices douces et le poisson au médaillon de Lot. Benoît Pasquier est un chef qui aime mettre en avant le patrimoine culinaire local et son terroir. Originaire de Chartres, il est arrivé en Touraine il y a 6 ans. Quand il ouvre son restaurant, il découvre que la ville n'a pas son pâté. Il décide alors de créer le pâté de Tours. À la base, la cuisine, c'est déjà une valorisation déjà du savoir-faire qu'on nous a appris et surtout un savoir-faire local. On doit se considérer comme des ambassadeurs de notre gastronomie dans chaque région où on se trouve. Si nous, professionnels de la Touraine, on ne travaille pas déjà les produits de la région, qui le fera? Pour concevoir son fameux pâté de Tours, le chef va sélectionner les meilleures spécialités de la Touraine. Dans sa recette, on retrouve une belle farce à base de porc et de veau, de la géline de Racan et ce fruit déshydraté qu'on appelle la poire tapée. J'ai cherché à avoir de la douceur, un côté sucré-salé, la douceur de la volaille, la géline de Touraine, le côté moelleux du foie gras qui va être à l'intérieur et puis le côté sucré de la poire. La poire est un produit séché qui va se réhydrater au fur et à mesure de la cuisson. Chaque bouchée va apporter un goût différent et ça sera vraiment une multitude de saveurs avec toutes ces épices qui vont se mélanger et qui vont apporter un goût vraiment typé pour ce pâté. Le pâté de Tours aux poires tapées avec une gelée au Vouvray. Je vous souhaite un bon appétit. Ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est justement cette poire tapée là, c'est une originalité, disons. Parce qu'on est plus habitué à la figue. C'est une poire. Nous n'aurions pas su trouver. Mais l'odeur m'est familière. Ça sent comme le citron, vous voyez? C'est très intéressant. Donc c'est une poire. Ok, nous ne savions pas. Je ne savais pas. C'est vraiment unique. Nous ne trouvons pas cela à Singapour, même si nous allons dans des restaurants français. Mais c'est très authentique, très local. Oui, c'est très bon. La poire tapée. Cette vieille spécialité tourangelle commence à refaire son chemin dans les assiettes. Il y a 20 ans, qui aurait dit que cette recette de fruits séchés datant du Moyen-Âge se retrouverait sur les tables des grands restaurants. Car la poire tapée a bien failli disparaître, mais c'était sans compter sur le sursaut de quelques tourangeaux amoureux de ce morceau de patrimoine gastronomique. Rivarennes, petit village niché entre Langeais et Azay-le-Rideau, c'est ici qu'est née la recette. D'apparence simple, il faut pourtant une semaine pour transformer une poire en poire tapée. C'est l'une des plus anciennes méthodes de conservation du fruit, un procédé qui, lui, n'a pas changé avec le temps. Oh là, arrête-toi, arrête-toi. Tous les lundis, la semaine commence par le même rituel dans cette entreprise familiale, l'épluchage des poires. Et quel déodorant. Fleur de poire. Nathalie, Marie-Claude et les autres épluchent à la main 65 kg de fruits par semaine. Manuellement, c'est beaucoup plus régulier qu'avec les fameuses machines qui existent sur le marché. Hein. Parce que de toute façon, après, il faut passer... faut recommencer après les machines la plupart du temps. Donc à la main, ça va bien plus vite. À l'ancienne. Dans la pièce d'à côté, Emmanuel s'affaire. Car une fois que les poires sont épluchées et placées sur des clés, ces caissettes grillagées, elles seront enfournées dans un four à bois. Il faut monter le four à température régulière. Il ne faut pas faire un coup de chaud et après plus rien. Sinon les poires elles vont faire un coup de flétrie et plus rien. Il faut qu'elles se déshydratent.
Quand le bois sera bien brûlé, j'écarterai surtout la braise au milieu pour pas que ça fasse un point chaud au niveau de ma clé que je mettrai plus tard. Autrement, les poires vont brûler. Il faut qu'elle se déshydrate, toujours. C'est artisanal, c'est pas commun. La poire tapée, moi je connaissais comme tout le monde de nom, mais qu'est-ce que c'est bon. Garder ce côté artisanal, c'est essentiel pour Philippe Blot. Avec sa femme, cet ancien aiguilleur du ciel à la retraite a créé son entreprise de production de poires tapées en 2004. Quand on est arrivé ici à Rivarennes, on a acheté la ferme là pour pouvoir la restaurer. Et puis on s'est inscrit à une association, c'était l'association de la poire tapée. Et à partir de là, on a appris à faire des poires tapées. Donc ma femme a voulu se mettre à travailler, faire un petit truc. Elle m'a demandé est-ce que tu veux me suivre? J'ai dit oui. Et puis on est parti. Et c'est parti comme ça. On fait tout à la main, depuis la sortie des frigos jusqu'à l'étiquetage, la fermeture des pots, tout est fait à la main. Ça apporte plusieurs choses. Déjà, le contrôle qualité se fait en permanence. Et puis, ça a aussi l'autre avantage, c'est de garder ce côté ancien qu'on perdrait en utilisant la machine beaucoup plus que ça. Si Philippe Blot est autant attaché à l'image d'antan de cette spécialité locale, c'est parce qu'elle est chargée d'histoire. Poire tapée de Tours. Il n'est pas hors de propos d'observer que ces pruneaux et ces poires ne sont pas plus préparés à Tours que les marrons qu'on vend sous le nom de marrons de Lyon ne sont récoltés sur le territoire de cette ville. Donc, on est en 1795. Au XIXe siècle, la commercialisation des poires tapées s'intensifie et atteint son apogée. On estime qu'à cette époque, la production locale se situe à plus de 150 tonnes de fruits séchés par an. À la fin de la Première Guerre mondiale, commence le déclin du produit. La modernisation des procédés de conservation grâce à l'électricité, la généralisation des réfrigérateurs va précipiter cette chute. Dans les années 30, la poire tapée disparaît totalement de Rivarennes. Il faudra attendre 1988 pour voir renaître cette gourmandise dans le village. Les grands-parents de Georges Bréchat, originaires du coin, faisaient de la poire tapée pour leur consommation personnelle. Moi, j'ai gardé un souvenir d'enfance. Ma grand-mère, un jour, m'a dit « Je vais te faire goûter des poires tapées ». Et donc, j'ai mangé une poire. Sur le coup, j'étais un peu étonné entre le mot qui me semblait préparer une friandise, quoi. Et puis, la réalité, j'avais été légèrement déçu. Mais j'ai gardé le souvenir de ce goût, de ce côté grelé de la poire. J'avais 8 ans, peut-être 8-9 ans, quoi. Au début des années 80, Georges revient s'installer dans le village. Bon, je me souvenais que Rivarennes faisait des poires tapées. J'avais lu dans un livre en plus que j'avais acheté. Oh, c'était merveilleux, c'était un mets absolument divin, c'était extraordinaire. Bon, mais ils ajoutaient toujours, mais c'est pas facile à faire. Comment retrouver le procédé de fabrication? Autrefois, les hauts plateaux de Rivarennes étaient couverts de vergers. Aujourd'hui, il ne reste que ces poiriers centenaires, abandonnés, vestiges d'une époque où la poire tapée représentait 80% des ressources du village. Georges Bréchat s'est donc tourné vers les anciens et c'est Léontine Guillon qui leur a révélé la recette. Elles sont dans un triste état, celles-ci, hein, quand même. C'est des poires de curé ou de cormar, ou n'importe qui, mais pas toute espèce en général. C'était du cormar ou du curé. Les faire bouillir dans la chaudière. Mais il fallait un certain moment, il fallait jusqu'à temps que ça jette son béton. Alors après, on les trempait sur des claies et on les épluchait. Et puis après, au soir, on les enfournait dans un four à pain, quoi. Sur les recommandations de Léontine, les membres de l'association se sont lancés. J'aime quand elles ont cette couleur. Ah bon, on était très enthousiastes, hein. On a tout bien fait, on s'est bien appliqué, on a bien rangé nos pouvoirs sur les claies. On a tout enfourné, quoi. C'est le propriétaire Riton qui a tout enfourné comme un grand, dans un four qui était bien chaud, bien chaud, très chaud, et tellement chaud qu'on a tout brûlé. Bon, c'était la catastrophe, c'était les boulets de charbon. On aurait pu baisser les bras, hein. Oui, mais bon. Mais non, on était tenu quand même par quelque chose. On n'avait jamais maîtrisé certaines phases, donc on s'est dit, il n'y a pas de raison, on va réussir.
Christine Hérin met la dernière touche à l'un de ses produits phares, la poire tapée au vin de Chinon. Avec son mari, ils se sont installés ici en 1995. Ils sont les premiers à s'être lancés dans la production de poire tapée. Avec les Bleaux, ils sont les seuls producteurs de Rivarennes. Au départ, nous étions tailleurs de pierre. On a acheté la maison pour ça. Et il a fallu arrêter la taille de pierre en 2 mois avec 2 ans de boulot d'avance pour raison de santé. Les gens du musée sont venus nous voir en nous demandant si on acceptait de leur prêter les fours. On a dit oui. Et c'est vrai que c'est une production quelque part qui nous a toujours interpellés. Mais c'est vrai qu'on était tailleurs de pierre au départ, donc on est quand même très liés avec le terroir quand même. Et ensuite, comme on avait arrêté la taille de pierre, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Et on a galéré pendant 3-4 ans, et au bout de 3-4 ans, on s'est rendu compte que dans les troglodytes, il y avait tout pour faire un poire-tapée, et on a osé le faire. 20 ans après, Christine Hérin et son mari ont complètement transformé les lieux. Ils ont créé des laboratoires pour confectionner des produits à base de poire tapée, une boutique, un espace dégustation. On s'est rendu compte que les gens avaient du mal à s'imaginer tout ce que l'on pouvait faire avec la poire tapée. Donc c'était à nous, en tant que producteurs, de leur montrer. Donc les essais personnels ont basculé sur l'entreprise. Chez les Bleus aussi, on s'est mis à cuisiner les poires tapées au vin de Touraine, une recette parmi tant d'autres. Et je vais remuer pour mélanger mon sucre et les poires. Voilà. Bon. On a refait toute une gamme en utilisant bien sûr les vins locaux, donc les appellations des vins de Loire. J'ai retrouvé surtout des vieilles recettes qui remontaient fin 13e, 14e siècle. Et à partir de là, je me suis dit, on va essayer de les remettre au goût du jour. Cela fait maintenant 3 jours que nos poires enfournées lundi se déshydratent dans les fours. Il est temps de les retourner pour une deuxième chauffe. Bonjour, ça donne quoi? Voilà, pour l'instant impeccable, on est bien, on a réussi un four bien. Bon, c'est bien. Là, on est sur un des 6 fours qu'on exploite actuellement. C'est un four d'un particulier qui nous est prêté. À la grande époque de la poire tapée, il y a eu jusqu'à 80 fours en activité dans le village et ils disparaissaient tous plus ou moins détruits soit par manque d'entretien, soit parce qu'ils n'étaient pas utilisés. Et on s'est dit, après tout, on sait travailler dans les vieux fours, autant les sauver et les garder en état. Là, on est très concentrés, là. Vous avez vu les petites mains un peu comme massagiques, là? Si Philippe Bleau s'est donné pour mission de garder la tradition intacte, Christine Hérin a dû moderniser le procédé. Une nécessité après la disparition de son mari. Elle n'utilise presque plus de four à bois, mais un séchoir spécialement conçu pour la poire tapée. La première tournée qu'on a fait avec le séchoir, on avait vraiment très très peur. On l'a fait goûter à nos enfants, mais on n'a rien dit. Ils nous ont dit, elles sont très bonnes. Il n'y a pas de différence. Alors, il n'y a pas de différence puisqu'on a mis les mêmes paramètres que des fours à bois. Donc, chaque variété a son programme, chaque programme a ses phases, et chaque phase a les paramètres. Et on a gardé 120-130 heures de déshydratation, et on les tourne pareil. Nos poires se déshydratent depuis environ 120 heures. En 5 jours, elles ont perdu 80% d'humidité, divisant leur poids par 7. Il faut désormais les platir, comme disaient les anciens, et c'est avec cet engin que les poires deviennent des poires tapées. Avant, on les tapait soit avec la paume des mains, soit avec le pouce et l'index. Donc ça a très bien marché pendant des années. Après, dans les années 1860-1862, le phylloxéra est arrivé. Il a fallu arracher
tout est fini. Et donc, ils se sont retrouvés avec un moyen de subsistance en moins. Donc, c'est pour ça, en fait, que Rivarennes a construit des fours, parce qu'il fallait équilibrer ce manque de production. Et là, taper les poires avec les paumes des mains et le pousser index, ça, c'était un petit peu difficile quand même. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé l'aplatissoir. Et là, 2014, on ne peut pas faire mieux que l'aplatissoir. Non, non. C'est bien, ça. Ce sont des outils faits maison, c'est bien. Ça, c'est bon, ça. En 20 ans à peine, la poire tapée remise en fabrication par 2 producteurs passionnés a retrouvé une seconde vie. Aujourd'hui, leur production a été multipliée par 10 par rapport à leur début. Mais l'existence de la spécialité locale reste fragile et pourrait disparaître à nouveau. Il faut même, à la limite, qu'il y en ait d'autres qui s'installent en ce moment, de profiter de la dynamique qu'on a commencé à instituer pour pouvoir, parce qu'une concurrence saine et loyale, c'est le moteur du commerce. C'est vrai que ça serait dommage que ça s'arrête. Ça s'est déjà arrêté dans les années 30, ça serait dommage que ça s'arrête à nouveau. Peut-être que ça va intéresser d'autres générations. Mon petit-fils, par exemple, ma petite-fille, on ne sait pas, l'espoir fait vivre. Il en reste moins par ici. Hein. Vous savez, une chose me réjouit, quand on parle des produits locaux, on nous parle des produits emblématiques de la Touraine. Vous avez les rillettes de Tours, le Sainte-Maure de Touraine et la poire tapée de Rivarennes, à chaque fois. Et ça, c'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Se laisser réhydrater et que l'on va laisser réhydrater tranquille. Incroyable en effet l'histoire de cette poire tapée, produit si banal dans le passé et qui se retrouve aujourd'hui sur les plus grandes tables de France et du monde.